Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour, comme chaque semaine, débattre et analyser l'actualité du secteur IT et télécoms. Et pour retrouver cette actualité, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, dans la suite, j'allais dire, du FIC, on parle du CESIN, qui est l'un des deux grands clubs d'utilisateurs de sécurité, et qui nous parle du concept de cyber-résilience au travers d'un rapport. Alors, une fois qu'on a dit le mot, il faut peut-être un peu expliquer ce qu'il y a derrière le concept. Alors, effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est suite aux deux pannes géantes, Office 365 d'un côté et G Suite de l'autre. Et donc, ils ont... Alors, c'est pas vraiment un rapport, c'est plutôt une note pour mettre en garde les DSI et les RSSI, et en disant qu'il faut mettre l'accent, comme vous le dites, sur la cyber-résilience. Alors, en fait, c'est la résilience adaptée au monde du cyber. Donc la résilience, c'est uniquement la capacité d'une organisation à surmonter et à maîtriser les attaques. Donc là, comme on est dans l'espace cyber, c'est les attaques cyber. Donc c'est relativement simple comme concept. Mais en fait, donc, le constat, c'est que effectivement, les organisations et les entreprises vont de plus en plus vers le cloud, que les offres en ce qui concerne tout ce qui est plateforme collaborative, messagerie, etc., les fournisseurs sont relativement réduits, que l'ensemble des salariés sont connectés sur ces systèmes et sont en communication, et donc c'est à la suite de ces deux pannes géantes, le constat c'est que finalement ça met en difficulté de manière assez considérable les entreprises, en particulier les entreprises européennes, là c'est des fournisseurs américains, mais bon peu importe, que ce soit des entreprises américaines c'est pareil, et donc c'est la capacité ensuite à rebondir et à retrouver un fonctionnement normal. Donc c'est juste, je dirais, une espèce de... Mais ça, on l'a à intervalles réguliers, puisque finalement, les attaques, on les a tout à fait régulièrement. Aussi. Donc c'est juste une piqûre de rappel, si je puis dire, et il y en aura d'autres. Toute la question, c'est dans le comment. Parce qu'après, exactement. Faire un backup pour ce genre de solutions, c'est pas forcément... Parce qu'il y a des solutions, il n'y en a pas... Il y en a milliers. Il n'y en a pas des milliers. Alors l'autre sujet de la semaine précédente, c'était attendu, c'était les résultats d'Apple qui avaient été annoncés en baisse. Là, maintenant, on a le tarif, si je puis dire, c'est moins 15% pour les ventes d'iPhone. Voilà, alors on le savait, on le présageait, c'est-à-dire qu'on dit depuis un certain temps que les ventes d'iPhone vont baisser pour deux raisons assez simples. C'est la première, c'est que le marché commence à être saturé, et deuxièmement, comme Apple fonde beaucoup de débouchés sur la Chine, et que la Chine est en train de s'orienter sur les fournisseurs chinois, et elle aussi est à marché saturé, donc pour Apple c'est problématique. Et comme vous le disiez, le chiffre c'est moins 15%. Globalement, sur le trimestre, ça a un impact un peu plus réduit, puisque ça fait une baisse de 5% du chiffre d'affaires, qui reste à 84 milliards. Donc c'est le trimestre important, puisque c'est les ventes de Noël. Et heureusement pour Apple, les autres produits, en particulier l'Apple Watch, l'iPad, se sont bien comportés, donc ça a rétabli un petit peu la perte au niveau des iPhones. Maintenant, pour le futur, ça reste problématique, parce que le problème est posé, et les produits de substitution ne sont pas là. L'Apple Watch pourra se développer, mais même si Apple a des ambitions dans le domaine de la santé, mais enfin, il est peu probable que l'Apple Watch arrive au niveau de l'iPhone. Donc pour pour Apple, le futur, c'est un gros point d'interrogation, et les marchés ne s'y trompent pas, puisque depuis octobre, le cours de l'action a perdu 30%. En gros, c'est à peu près 200 milliards de capitalisation boursière qui sont évaporés. Repasser devant le nom. Voilà, et on se souvient qu'Apple avait dépassé les 1000 milliards de dollars. Donc, Très bien. Alors on parle toujours de ces géants du secteur, et en l'occurrence Intel, qui met sur la table plus de 6 milliards de dollars pour s'emparer c'est plus une start-up, d'un nouvel acteur de ce marché. Alors effectivement c'est une start-up qui a été créée en 1999, israélienne, donc c'est Mellanox, alors Mellanox est peut-être moins connu que le produit qu'elle vend, qui est un commutateur très haute vitesse pour les data centers et les supercalculateurs, donc InfiniBand, et donc il y a eu Xilinx, il y a eu Microsoft qui ont fait des propositions, et là c'est Intel qui arrive avec une proposition, comme vous le disiez, de 6 milliards de dollars, qui représente une surcote de 35%, donc c'est pas mal. Et en termes, je dirais, de complémentarité, on comprend mieux
l'intérêt d'Intel que celui de Microsoft. On voit pas très bien ce que Microsoft va faire avec Mellanox. Et donc, c'est une véritable réussite pour Mellanox, qui est quand même, dans le domaine des supercalculateurs, c'est sans doute le commutateur qui est le plus utilisé dans le top 500. On en parle assez régulièrement. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Maintenant, est-ce que l'offre aboutira et que le rachat se fera? Ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, la somme est conséquente. Un autre géant, mais cette fois-ci européen du secteur, SAP, qui est un des seuls d'ailleurs géants européens. Bon, les résultats finalement sont plutôt bons, a priori, mais malgré tout, 4000 personnes de licenciés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on appelait ça des licenciés boursiers. Donc, comme vous disiez, SAP, c'est 24 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2018, plus 5%. Donc, bon, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est dans une économie qui croît en Europe à 1-2%, c'est pas si mal que ça. Les ventes autour du cloud sont, elles, en forte croissance. Forte croissance, 25% sur l'année et 32% sur le dernier trimestre. Donc, on voit bien que c'est en accélération. Donc, finalement... oui, plutôt en ligne d'ailleurs avec les spécialistes du secteur, type Salesforce. Exactement. Et le résultat, c'est que SAP, en même temps, a annoncé un licenciement de 4000, enfin, une suppression de postes, 4400 postes. Qui comprennent qui pourra. Et puis on conclut ce passage rapide en vue de l'actualité par Microsoft qui rachète un spécialiste des bases PostgreSQL, voilà, je vais y arriver. Pas très connu, mais bon, oui, ce qui était un marché de niche, qui est en train de devenir un marché un peu... Exactement, donc en fait dans les bases de données, il y a toutes les bases commerciales, on va dire, qu'on connaît bien, puis il y a toutes les bases de données open source, dont Postgres est un des leaders. Grands fleurons, ouais. Et donc l'entreprise que vous mentionnez, c'est une entreprise qui s'appelle Citus Data, qui en fait a fait des développements autour de Postgres pour rendre cette base de données distribuée. Donc c'est plus qu'un revendeur, c'est un développeur autour de Postgres. Et donc là, on voit bien pour Microsoft, Azure, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. On voit bien que l'époque où Steve Ballmer disait que l'open source était le cancer de l'informatique, la page a été tournée, et donc Microsoft s'engage résolument vers l'open source pour mettre ça à disponibilité sur sa plateforme Azure. Donc il y a toute son offre à elle, et puis il y a toute l'offre open source, et donc il y a SQL Server pour Linux, il y a Hadoop, il y a Spark, enfin il y a maintenant une offre open source sur Azure qui commence à devenir assez conséquente. Et donc l'évolution pour Microsoft est relativement claire. Elle va faire feu de tout bois, exactement. Pour concurrencer Amazon Web Services, pas forcément vous l'êtes. Exactement. Alors ça c'était pour l'actualité. En bref, pour le dossier de la semaine, c'est le fameux Digital Workplace. Alors l'acronyme est pas forcément, enfin l'anglicisme, pas forcément très joli, mais le poste de travail numérique, mais c'est peut-être pas forcément même, c'est peut-être un peu réducteur comme idée en tout cas. Non, restons sur Digital Workplace, voilà. Avec un rapport du CIGREF pour le coup sur le sujet, parce qu'effectivement, avec la fameuse transformation numérique, là pour le coup, cette notion de poste de travail, d'espace de travail, évidemment complètement impacté par les technologies numériques. Exactement, et la question qui est posée par le CIGREF, c'est finalement quel est le rôle du DSI dans tout ça. Donc, pour accrocher un peu l'attention, le CIGREF dit qu'on passe d'un environnement fixe à un environnement flex. Donc, flex, c'est pour agilité, mobilité, et on sait bien que, je veux dire, parmi les nouveaux salariés, il y a beaucoup de télétravail qui se met en place, donc de la mobilité. Les environnements de travail, maintenant, il y a eu cette semaine également, la semaine dernière, le rapport de l'ECO, c'est le 11e rapport sur les réseaux sociaux d'entreprise et les plateformes collaboratives. Donc tous ces outils qui sont maintenant extrêmement riches, extrêmement complets, je dirais, apportent, enrichissent, facilitent le travail de tous les collaborateurs, mais aussi c'est un peu un casse-tête pour les DSI parce qu'il faut mettre tout ça en œuvre, il faut que ça fonctionne. On a parlé tout à l'heure des pannes de Office 365 G Suite, donc il y a cet aspect-là qu'il y a à prendre en compte. Et puis le CIGREF met en garde aussi sur un problème
dont on parle de manière assez récurrente, qui est le Shadow IT, c'est-à-dire que autant les DSI restent, je dirais, gardent le contrôle de l'ensemble de ces infrastructures, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit résilient, mais bien entendu, ils ont d'un autre côté des directions métiers et des utilisateurs qui veulent que ça aille plus vite. Donc il y a une espèce de confrontation qui est que ça peut donner parfois comme résultat le Shadow IT, c'est-à-dire qu'en gros les utilisateurs disent finalement si ça prend 6 mois, moi je vais contracter chez un offreur de SaaS. Donc le rôle du DSI dans tout ça est très impacté, et donc le SIGREF passe en revue, je dirais, les problèmes qui sont posés et trace une perspective sur les 5 ans à venir, sur ces... Donc Digital Workplace, environnement de travail numérique, comme on l'a dit, je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut donner en français. Donc c'est un document qui est intéressant. Évidemment, le SIGREF, c'est l'association des DSI des grandes entreprises, donc c'est plutôt orienté sur les entreprises du CAC 40 ou même éventuellement les entreprises un peu en dessous. Mais bon, ça peut être une lecture intéressante pour tout DSI d'une petite structure. Et donc je reviens aussi sur la 11e édition du cabinet L'Echo sur les réseaux sociaux d'entreprise, qui elle est destinée à tout le monde et qui parle donc de ces réseaux sociaux d'entreprise dont on sait que c'est un marché très éparpillé, qui évolue assez rapidement, qui est évidemment chapeauté un peu par les deux grands dont on a parlé, Office 365 d'un côté et G Suite de l'autre, avec, comme ce sont des plateformes, c'est la notion de plateforme, avec tout un tas de petits outils qui viennent se greffer pour une fonctionnalité particulière. Donc deux documents qu'on peut lire avec attention, cette semaine, pour nos lecteurs, le rapport du CIREF et le rapport L'Echo, ça fait un peu de lecture pour le week-end. Ça, c'était donc pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, le salon des entrepreneurs. Alors là, on ne parle pas forcément uniquement d'IT, mais en tout cas, évidemment, ça montre bien que l'IT... Non, alors effectivement, c'est un salon... donc qui a lieu le 6 et 7 février prochain, donc à Paris. Comme vous le disiez, c'est un salon qui est destiné en gros à toute personne qui se déclare entrepreneur et donc qui veut créer son entreprise ou qui l'a déjà créée et qui veut continuer à la faire grossir. Donc je dirais que c'est l'ensemble de toutes les informations, les idées, les solutions dont on a besoin pour créer, développer son entreprise. C'est un salon important puisqu'on attend 65 000 personnes. Alors évidemment, on dit que ces personnes sont des entrepreneurs, avec 2000 experts qui sont présents sur place pour donner tous les conseils. C'est pas évidemment des conseils uniquement liés à quelle technologie utiliser. Donc ça c'est pas spécifique à notre secteur, mais c'est en gros toutes les démarches pratiques pour le développement d'une entreprise. Et parmi les personnes qui seront présentes, il y a le patron de Quant, donc le moteur de recherche. Il y a le patron de Blablacar et puis le patron de Sigfox. Donc c'est trois belles réussites, si je puis dire. Et il se trouve que c'est des sociétés plutôt dans le domaine de la high-tech. Et on sait que dans le domaine de la high-tech, il y a beaucoup de... le phénomène des startups est très présent. Donc c'est pour ça qu'on fait l'association entre je dirais, notre territoire et puis le salon des entrepreneurs. Très bien. Donc ça, c'était pour l'actualité de la semaine à venir, enfin l'événement de la semaine à venir. Et puis notre fameux traditionnel coup de cœur, coup de gueule, c'est encore un coup de gueule, c'est encore de la sécurité. Et c'est un bug de FaceTime qui est quand même assez incroyable et qui n'est toujours pas résolu d'ailleurs à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Donc en gros l'idée c'est que FaceTime, on sait, c'est un système de communication entre personnes qui ont des matériels Apple. Et donc en gros l'idée c'est que vous vous connectez à quelqu'un et vous le voyez avant même qu'il soit connecté. Donc effectivement ça peut poser des problèmes. Donc ça c'est le premier coup de gueule, mais j'en rajouterai un deuxième. Il y a eu aussi la semaine dernière deux pannes assez importantes, enfin deux attaques plutôt de sécurité assez importantes, l'une chez Airbus, et donc pourquoi coup de gueule? Parce que Airbus a une division sécurité qui est quand même très conséquente. Oui. Donc, on a d'ailleurs reçu le directeur général. Exactement. Donc on est quand même, c'est un peu la théorie du cordonnier le plus mal chaussé, on est un peu surpris que ces deux entreprises-là soient... Si ces deux entreprises-là sont attaquées, alors... oui, on peut se poser les questions d'entreprise lambda.
sachant que les enjeux sont peut-être pas tout à fait les mêmes non plus Absolument. en termes de secret industriel et ce genre de problématiques. Heidi, je propose qu'on conclue sur cette malheureuse histoire. On aura sûrement encore l'occasion d'en reparler. En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.